Perspective s'intéresse aujourd'hui au Mali où la situation sécuritaire serait en réalité la somme des crises du Sahel. Une assertion qui est à la fois le constat et la conséquence de la crise multidimensionnelle que traverse ce pays depuis le début de l'année 2012 suite à l'éclatement de la 4e rébellion Touareg combinée au coup d'État militaire intervenu le 22 mars 2012. Depuis lors, la communauté internationale se trouve mobilisée au chevet du Mali grâce à la résolution 2056 votée par le Conseil de sécurité en 2012. Mais en dépit de cette mobilisation, l'on est tenté de se demander 7 ans après si le Mali est toujours au centre des préoccupations tant à l'échelle nationale, régionale qu'internationale. Monsieur Abdoulatif Aïdara, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste en géopolitique et en géostratégie, directeur de l'Observatoire des menaces terroristes, des radicalismes et des risques criminels et syndiques du Centre d'études diplomatiques et stratégiques basé ici à Dakar. Merci d'avoir répondu une fois encore à notre invitation. Mais M. Aïdara, si l'on part du postulat que la sécurité est le dénominateur commun à la paix, au développement du vivre ensemble, peut-on aujourd'hui affirmer que ce qui manque au Mali le plus, c'est la sécurité? Effectivement, je commencerai par m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés dans cette crise-là. Et effectivement, comme vous l'avez dit, le Mali n'est pas encore sorti de l'ornière et plus on avance et plus on sent que le problème devient plus endogène. On assiste à une endogénéisation de la crise, c'est-à-dire que c'est dans le tissu social malien maintenant que la crise se trouve. Et ceci est dû simplement à beaucoup d'erreurs. Mais d'abord, faisons l'état des lieux, parce que de 2012 à nos jours, les foyers de tension ont beaucoup évolué dans l'espace malien. C'était vers le nord du Mali, vers Tombouctou et vers la frontière algérienne. Mais en 2012, ça a commencé par une rébellion Touareg. Oui, c'est une rébellion Touareg. La rébellion Touareg date d'avant 2012. La rébellion Touareg, c'était le MNLA, c'était un mouvement qui réclamait un peu l'émancipation des zones et même l'indépendance du Nord Mali. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vers les années 2000, quand il y a eu le problème en Algérie, le problème du Front islamique du salut, il y a eu des groupes de rebelles qui sont entrés en rébellion armée à l'intérieur même du territoire algérien. Parmi ces groupes-là, on a noté le GIA, le groupe islamique armé. Et ce groupe islamique armé a connu une scission qui a donné le groupe salafiste pour la prédication et le combat, le GSPC, toujours en Algérie. Et quand le gouvernement algérien a réussi à chasser ces islamistes algériens en dehors de l'Algérie, ces gens-là sont venus s'installer. Et a massacré une bonne partie. Oui, mais ils ont fui l'Algérie, ils sont venus s'installer au Nord Mali, qui était le ventre mou. C'était l'endroit le plus indiqué pour des malfaiteurs de venir s'installer parce qu'il n'y avait pas d'État là-bas. Et quand ils sont venus, ils se sont installés, ils se sont affiliés à Al-Qaïda, à Ben Laden, et se sont transformés en AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et c'est AQMI maintenant qui est venu, ils ont trouvé sur zone une rébellion qui date des années 90, la rébellion du MNLA. Et en quelque sorte, ils ont contaminé la MNLA, ils ont islamisé une partie du MNLA, et c'est ça qu'on appelle Ansar Dine. Ansar Dine, c'est quoi? C'est les Touaregs qui luttaient pour l'indépendance du Nord Mali et qui ont été islamisés par les islamistes qui sont venus de l'Algérie. Et dont le chef qui était chef du MNLA est devenu chef maintenant islamiste de Ansar Dine, qu'on appelle Iyad Akali, qui est l'actuel chef de l'autre. Ce qui a fait que depuis, le problème n'a cessé de progresser. Parce qu'il y a dans cette zone-là des problèmes qui sont purement sociaux. Il y a une logique purement sociale. Laquelle c'est pas ethnique. Parce qu'on ne peut pas tout mettre dans l'ethnie. Il y a les Peuls, les agriculteurs semi-nomades de Peuls. Qui occupent le centre, essentiellement le centre du Mali. Il y a les éleveurs Peuls, semi-nomades. Il y a les agriculteurs Bambara et les agriculteurs Dogon. Il y a les Songhai. Mais c'est-à-dire l'ethnie n'explique pas tout, comme je le dis souvent. Par exemple, au Sénégal, nous avons plusieurs ethnies, mais on n'est jamais entré en guerre. Donc l'ethnie n'est pas facteur de guerre. En Somalie, il y a une seule ethnie, l'ethnie somalie. Pourtant, depuis plus de 40 ans, ils sont tous en guerre. Yeah. Donc, ce n'est pas l'ethnie,
c'est plus fort que ça. Ici au Mali, c'est les rapports sociaux entre éleveurs, agriculteurs, entre dominants et dominés, c'est-à-dire les problèmes de caste. Au Sénégal, on a réglé cette question. Bien après. Est-ce que la dimension géographique du pays aussi n'est pas. C'est la dimension géographique et la dimension sociologique d'abord, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une. Enfin, c'est comme si vous mettez un coup de pied dans une fourmilière et les fourmis vont dans tous les sens. L'islamisme, c'est vers la frontière algérienne, dans le massif de Timbuktu, la drare des Sifogas, c'est-à-dire vers Kidal. Ils sont à Mopti, ils sont à la frontière ivoirienne, vers le sud de Korogo. Ils sont vers la frontière mauritanienne, dans la zone de Nema. C'est là où se trouve la forêt de Ouagadou qui leur sert de refuge. Donc voilà des gens qui sont éparpillés un peu partout. Maintenant, quand les organisations internationales, enfin les pays de l'Afrique de l'Ouest ont cru... La CEDEAO en premier lieu. La CEDEAO ont pris la décision de mettre sur pied le G5 Sahel. Mais eux aussi, ils ont répondu à ça. En faisant une fédération de l'ensemble des mouvements terroristes qu'ils appellent le G5, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui regroupe les anciens hommes de Amadou Koufa, qu'on avait déclaré bon, mais qui apparemment s'est ressuscité. Bon, mais on n'a pas encore la preuve qu'il est vraiment ressuscité. Ils n'ont montré que des vidéos. Oui, mais apparemment, il n'est pas encore mort. Bon, Mokhtar Ben Mokhtar, ces hommes, les hommes de Yahya Aboul Aman, l'éphémère gouverneur de Tombouctou, qui s'était autoproclamé gouverneur, les hommes de Agmoussa, à qui on attribue la dernière attaque. Bon, moi je pense aussi attribuer une attaque à un individu dans le cadre. Ça ne reflète pas la configuration de l'environnement sécuritaire sur zone. Sur zone, il y a un GSIM, un groupe qui est là pour défendre l'islam et les musulmans, une fédération dirigée par Iyad Akkali. Donc, c'est à cette fédération qu'on doit attribuer tout ce qui se passe dans la zone. Donc, si on retient le GSIM, à côté de ce GSIM, il y a aussi ceux qui ont formé le GSIM, les groupes qui l'ont constitué, sont en train aussi eux-mêmes de développer des actions parallèles. C'est-à-dire, ils forment un groupe, mais à l'intérieur du groupe, chacun développe des actions parallèles. Donc, actuellement, au moment où nous parlons, il y a Ansar-Din qui développe des activités. Il y a le Moujao, le mouvement pour l'unité et le djihad en Afrique de l'Ouest, qui est formé généralement par des négro-africains. Le Moujao est toujours actif? Actif, oui, ils sont toujours actifs. Ils sont toujours actifs. Il y a El Mourabitoun, ils sont toujours actifs. Le Mokhtar Ben Mokhtar. Lui, il n'est plus là, il est mort. Oui. Mais ces hommes sont encore là. Et ils ont même multiplié les katibat pour faire du mal. Mais ils sont affiliés au GSIM. Ils sont tous sous la coupole de Iyad Akkali. Ensuite, il y a sur zone aussi le groupe de l'État islamique pour le Grand Sahara. Ça, les gens savent. Qui dirige ce groupe? Qui dirige Adnan Abou Walid al-Sahrawi. C'est le représentant de l'État islamique au Sahara. Il est très connu. Ce groupe a été créé le 15 mai 2015. Et ils ont été reconnus par Abou Bakr el-Baghdadi. Il les a reconnus le 30 octobre 2016. Donc c'est un groupe qui a presque 2 à 3 années d'existence, donc qui est là, mais qui fait son petit bonhomme de chemin et qui entre en rivalité sur le plan des attentats et autres là avec le groupe de Al-Qaïda. Et tous ces groupes-là évoluent sur zone au Mali? Ils sont tous au Mali. Ils sont tous au Mali, ils évoluent sur zone. Parce que nous, on apprend peut-être, on nous donne l'information qui nous est accessible, mais les choses qui se passent en pleine brousse au Mali, sans la presse, sans la radio, sans la télévision. C'est des populations qui souffrent, qui sont soumises au diktat de ces groupes-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez parlé des accords d'Alger. C'est les accords d'Alger qui ont aggravé la situation. On va en venir. Voilà, donc ces groupes, c'est ce que je vous ai dit, ils sont là. Il y a une rivalité forte entre le GSIM, qui est le groupe de l'ensemble des sous-groupes dont je vous ai parlé, qui est dirigé par Iyad Akkali, et Adnan El-Walid El-Sahrawi, qui dirige le groupe de l'État islamique. Ils ont 2 méthodes différentes. L'État islamique de Al-Walid fait de la prédation. C'est-à-dire, c'était comme des prédateurs dans la zone. Alors que le GSIM a une manière beaucoup plus fine. C'est-à-dire, c'est des gens qui infiltrent la société et qui cherchent à créer une complicité avec le commun des citoyens maliens. C'est-à-dire qu'ils savent
les zones périphériques sont abandonnées, les populations ne sont pas contentes de la gestion du centre. Ils profitent de ce mécontentement pour s'allier les populations. Souvent, ils donnent même de l'argent, ils construisent des puits, ils donnent du pain, ils donnent de l'eau, ils construisent des postes de santé, ils assurent l'ordre public à la place de l'État. Donc, ils sont plus fins dans leur démarche que l'État islamique. Donc, voilà en quelque sorte l'état des lieux. À vous entendre parler, on a l'impression que la conjonction de plusieurs facteurs défavorables semble aujourd'hui expliquer le caractère endémique de cette crise et commande un nouveau regard. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas venu l'heure de revoir justement le dispositif, justement à ce niveau? Que fait l'armée malienne, avant même de parler de Barkhane, de la force G5 Sahel? Que fait l'armée malienne? Enfin, l'armée malienne est une armée qui est en redressement. C'est une armée qui, en 2010, s'est effondrée. C'est l'État malien même qui s'était effondré en 2010. Maintenant, il y a un schéma classique que les Occidentaux utilisent et qui a atteint ses limites. Ils l'ont utilisé au Nord Mali, ils l'ont utilisé en République centrafricaine. Ça a atteint ses limites. C'est-à-dire, il y a des troubles. Des troubles provoqués souvent. En tout cas, on constate qu'il y a des troubles. On envoie un corps expéditionnaire qui vient pour remettre de l'ordre. Quand il y a un semblant d'ordre, on organise des élections pour avoir un interlocuteur légitime. C'est ce qu'ils ont fait en 2013, voilà. Après l'opération Serval. On organise des élections. Oui. Après les élections, on envoie les casques bleus pour gérer le désordre qu'ils ont créé. Ils l'ont fait au Mali, ça n'a pas réglé la crise. Jusqu'à présent, il y a des problèmes. Ils l'ont fait en Centrafrique, ça n'a pas réglé les problèmes. Ça a atteint ses limites. Il faut que les gens réfléchissent pour voir qu'est-ce qui fait que aujourd'hui les problèmes, malgré tout ce qu'on a investi, ne se règlent pas. Je vais vous parler de deux erreurs fondamentales qui ont été commises au Mali. La première, c'est que l'opération Serval, qui s'est transformée en Barkhane, quand même, en son temps, était une bonne opération. Parce que ça a permis d'endiguer le phénomène. C'est ça qui a arrêté les terroristes pour qu'ils ne marchent pas sur Bamako et éventuellement arriver au Sénégal. Donc, c'est une bonne opération. Mais quand les Français sont arrivés, en 5 jours, ils ont maîtrisé la situation. Ils ont pris Kidal, qui était le centre de gravité de cette rébellion-là. Mais au lieu d'éradiquer la rébellion totalement, Kidal, rappelons-le, il est dans l'adrar des Ifogas. Les Ifogas, c'est un groupe de Touaregs minoritaires devant les Imran, mais quand même à qui la France a donné Kidal. C'est-à-dire on leur a donné le pouvoir à Kidal. Parce que les Français ont cru bon de devoir distinguer les mauvais terroristes des bons terroristes. C'est-à-dire, pour eux, il y a les terroristes du pur sang. Ensuite, il y a les terroristes du MNLA. Donc, ils disent que ces gens-là, ce n'est pas des terroristes, c'est des politiques. Ils font la politique. Ils réclament l'indépendance de la zone. Ça n'a rien à voir avec les terroristes. Mais c'est inacceptable. C'est d'autant plus inacceptable que ceux qu'ils traitent, les Ifogas là, mais c'est Iyad Akhal. C'est ceux-là qui se sont islamisés pour créer Ansar-Din. Donc, donner Kidal aux Ifogas, c'est donner Kidal à Ansar-Din, c'est-à-dire à un mouvement terroriste. Et c'est ça qui a créé les problèmes. Ces gens-là qui ont été traités de mauvais terroristes, ils ont quitté Kidal pour aller se réfugier ailleurs, mais on a créé une dichotomie, un grand problème entre les groupes ethniques. Parce que les Ifogas, qui sont alliés des Français, bon, non pas cantonné. Parce que quand on est dans une jungle, ce que Freud appelait le narcissisme des petites différences, et que Thomas Hobbes a théorisé depuis le XVIIe siècle, c'est-à-dire quand il y a absence d'autorité, quand il n'y a pas de barrière pour faire la loi, quand il n'y a pas de barrière par la police, par la gendarmerie, quand il n'y a pas de barrière, même par la culture, parce que souvent la culture devient une barrière. Il y a des gens qui ont honte de faire quelque chose parce que ton père est l'imam, ton père est le... Mais quand il n'y a plus de barrière de tout ça, les hommes deviennent des prédateurs. Et c'est ce qui est arrivé au Nord Mali. Il n'y a plus d'autorité. Vous ne pouvez pas organiser des élections, faire l'aide au développement,
en contournant l'État, c'est-à-dire si vous donnez l'aide au développement directement aux populations, vous contribuez à affaiblir l'État. Quelle est la seconde erreur de la France? J'arrive à ça. Nous sommes actuellement les conséquences de l'affaire de Kidal. D'abord, vous faites l'aide au développement, vous contournez l'État, vous interdisez l'accès à Kidal, à l'armée malienne, à l'autorité légitime. Vous donnez Kidal à des terroristes. Parce que Ansar Dine, c'est des terroristes. L'Adrar, les Ifogas, il n'y a pas de bons terroristes, il n'y a pas de mauvais terroristes. Un terroriste, c'est un terroriste. Ils étaient là, ils luttaient pour la politique. C'était dans le cadre du MNLA. Mais quand les islamistes sont venus, ils se sont islamisés. Et je vous donne l'exemple de Ansar Dine. Voilà un mouvement irrédentiste qui s'est transformé en mouvement islamique. C'est comme si aujourd'hui, le MFDC est devenu Ansarou MFDC, quelque chose comme ça. Non, c'est exactement la même chose. Un temps était conseiller même du président. Voilà, voilà. Donc, ils ont donné le pays là à des terroristes. Ça, c'est la première erreur. Il ne fallait pas faire la distinction. C'est là où ils ont raté le coche. Parce qu'ils pouvaient régler dès 2013 la question. Mais ils ne pouvaient pas le faire parce qu'aussi, il faut savoir que la France a des intérêts. Et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, l'a reconnu. Que eux, ils ont des atomes crochus, des intérêts avec les Touaregs. Les ménages. Quel genre d'intérêt? Parce que les mines de Areva, qui se trouvent au Niger, se trouvent dans des zones Touaregs. Il y a plus de Touaregs au Niger qu'au Mali. Donc, il faut ménager les Touaregs du Mali, parce que leurs parents de l'autre côté, ils ont l'œil sur ce que les Français font là-bas. Donc, la France fait tout, sauf mécontenter les Touaregs. Les Touaregs, c'est les amis des Français. Quoi qu'on puisse dire. Donc, c'est sur cette base-là qu'ils ont fait. Il y a des questions géopolitiques aussi, géostratégiques, que la France, parce que la France n'intervient pas aussi comme ça, en foulant au pied ses propres intérêts. Ils font des calculs dans ce qu'ils font. Donc, c'est de bonne guerre aussi, on ne peut pas le reprocher. Mais c'est aux États africains de prendre des responsabilités aussi par rapport à certaines questions. La France, en faisant des Touaregs ses amis, joue là un jeu trouble, parce que vis-à-vis de Bamako, on comprend pas. Trouble à nos yeux, mais c'est pas trouble, parce qu'il faut savoir que l'uranium là du Niger, c'est une lampe sur 3 en France s'allume grâce à l'uranium du Niger. Une ampoule sur 3. Oui, d'origine nucléaire. Oui. Voilà, donc vraiment, c'est leur intérêt aussi. C'est à nous aussi de défendre notre intérêt. Et apparemment, c'est le contraire. Donc, je disais qu'il y a l'absence d'autorité. Quand l'État malien s'est effondré, il n'y avait plus d'autorité. Et les Français ont fourni, ils ont organisé des élections, ils ont fondé l'aide au développement en contournant l'État par des ONG, ce qui a contribué à affaiblir l'État. Mais là où vous aidez, dans les zones périphériques, ces zones pauvres, vous ne vous rendez pas compte qu'il n'y a pas de police. Vous ne vous rendez pas compte qu'il n'y a pas de justice là-bas, dans cette zone. Qu'il n'y a pas de service social de l'État. Donc, vous êtes dans un Far West sans shérif. Et ce n'est pas en donnant de l'argent, en distribuant des biens dans un Far West sans shérif que vous arriverez à régler la situation. La deuxième erreur, c'est les accords d'Alger. Les accords d'Alger, d'abord, ont été signés avec des seconds coups d'eau. Des gens qui, en réalité, les grands chefs ne sont pas sortis. Ensuite... Ces accords, je rappelle, ont été signés en 2015. Oui, en 2015. Et ensuite, ils ont été signés avec des seconds couteaux. Ensuite, ils ont accordé de la considération et des privilèges aux gens qui étaient armés. C'est-à-dire, si vous venez dans un milieu, vous prenez ceux qui ont les armes. Vous oubliez ceux qui n'ont pas d'armes et qui pouvaient en chercher, mais qui ne l'ont pas eu, qui n'ont pas cherché à avoir des armes, qui ont préféré rester pacifistes et autres. Vous donnez de la considération et des privilèges exorbitants aux armés, aux gens qui sont armés, mais vous encouragez les autres à prendre des armes. C'est ça qui s'est passé avec les accords. Parce qu'ils se sentent menacés. Mais non seulement ils se sentent menacés, parce que les accords d'Alger, la finalité c'était le désarmement et les élections. Il n'y a eu ni désarmement, ni élection. Mais les gens ont conservé leurs armes. Pire, ils sont payés, ceux qui ont participé, pour participer aux commissions de gestion de la paix dans le Nord Mali. Donc les autres ont perçu ça comme des privilèges, mais ils se sont dit, mais écoutez, mais comment les gens là, parce qu'ils ont des armes, ils sont payés.
Ils sont invités dans les grandes instances, dans les réunions. Et on a même créé des communes au Mali pour eux. Oui, mais c'est pour ça que les autres maintenant sont allés chercher des armes. Je vous ai dit tout de suite qu'il y a une endogénéisation de la crise. Ce n'est pas un petit mot. C'est-à-dire que la crise aujourd'hui est devenue endogène. Non seulement les groupes ethniques, les Peuls, les Dogons, les Bambara, qui sont des agriculteurs, tous ces gens-là cherchent maintenant des groupes armés pour pouvoir se défendre contre les autres. Parce c'est ce qu'a fait on a réveillé Koufa, par exemple, dans le centre. On a réveillé les rivalités et les querelles ancestrales. Parce que quand les deux individus se sentent forts, chacun a son arme, bon, on a tendance à se tirer dessus. Et à l'intérieur même des ethnies, aujourd'hui, il y a une autre tendance que j'ai notée, c'est l'inversion des rapports dominants-dominés. C'est-à-dire à l'intérieur d'une ethnie, les dominants, les dominés, depuis les temps immémoriaux, n'acceptent plus d'être des dominés. L'accord de paix, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans un document adressé au Conseil de sécurité fin décembre dernier, a dressé un constat sur la situation au Mali, un constat qui est sans appel. Je le cite, oui. Il dit: le comité de suivi de l'accord a constaté que l'application de l'accord de paix avançait trop lentement et que malgré l'accélération du processus de désarmement, de mobilisation, de réintégration et d'intégration, la mise en place des autorités intérimaires n'avait absolument pas progressé. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun progrès. Même ce qu'ils appellent... Depuis 2015. Même ce qu'ils considèrent comme une progression, désarmement. Il n'y a pas de désarmement. Il n'y a pas de désarmement. C'est des groupuscules qui cherchent de l'argent, qui viennent déposer les armes ancestrales, les fusils de 1936 et autres. Il n'y a pas de désarmement. Aujourd'hui, les gens ne se sentent pas sécurisés par rapport aux autres. Ils ont réussi à opposer les groupes ethniques entre eux. Ou bien le désarmement sera général, ou bien ne se fera pas. Mais alors que font Barkhane, G5 Sahel, Mais ce qu'ils font, ça se reflète par ce qui se passe actuellement. Quand ces terroristes arrivent à faire des percées pour tuer 21 personnes, 22 personnes, 23 personnes en une soirée et se replier. Mais ça vous montre ce que fait Barkhane, ce que fait... C'est-à-dire, il faut que les gens soient... Tous les moyens de détection qu'ils ont, les drones, les satellites... Ça dépend de là où nous sommes. C'est-à-dire, ici, il y a les règles d'engagement. La MINUSMA, quelles sont ces règles d'engagement? Est-ce que la MINUSMA fait de l'offensive? Non, ils sont dans leur zone. Non, apparemment... Barkhane, c'est quoi? C'est des gens qui sont là. Vous voyez une colonne qui va, vous nous signalez la colonne, on va, on les bombarde, on replie dans notre zone. Le problème n'est pas là. Ici, on fait face à des États qui se sont effondrés, totalement. Que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Mali. On peut organiser des élections, faire de la légitimité, mais en réalité, on ne ramène pas l'État régalien. La véritable solution ici, que ce soit ici ou bien en Centrafrique, c'est que les Occidentaux, tout l'argent qu'ils investissent dans les guerres, tout l'argent qu'ils investissent dans la sécurisation, dans le développement, dans les investissements pour construire des routes et autres, parce que tout ça c'est bon, aider les gens qui sont à la frontière, qui sont mécontents, pour qu'ils reviennent dans l'État central, c'est bon. Mais il faut restaurer l'État régalien. Oui, restaurer l'État qui est capable d'assurer sur l'ensemble de son territoire la sécurité et la sécurisation. Mais l'on est tenté aujourd'hui, M. Haïdara, de se poser certaines questions. La Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, c'est des pays à la lisière du Sahel. Le Niger, de moins en moins même, est attaqué. Aujourd'hui, mais pourquoi toutes ces attaques-là sont concentrées dans le seul pays malien? Oui, c'est parce que c'est le ventre mou. C'est-à-dire, il y a des endroits où, par exemple le Maroc, ils ne peuvent pas prospérer au Maroc. Le Maroc maîtrise son territoire. Oui, jusque dans le Sahara même qui est contesté, les Marocains sont présents. Moi, j'ai été à Dakhla il y a quelque temps, mais c'est sécurisé totalement par le gouvernement malien. La Mauritanie, je vous ai dit que c'est vers la frontière avec la Mauritanie que les gens ils n'entrent pas en Mauritanie. Parce que aussi, il faut savoir que
il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais les États ont deux fers au feu. Deux fers au feu. C'est-à-dire, ils sont dans la sécurisation. La Mauritanie même a effectué une expédition en coalition avec les forces françaises pour neutraliser les terroristes. Mais en réalité, ils sont aussi en relation avec les terroristes. Ah oui? Ah oui, c'est-à-dire ils ont deux fers au feu. Mais en relation, comment? En relation, c'est-à-dire ils connaissent. Par exemple, je vais te donner un exemple. Quand il a fallu libérer les otages français, c'est Michel Akoté qui se trouve conseiller du président de la République du Niger qui a négocié la libération avec. Ali en faisait autant du temps de Amadou Toumani Touré. Quand il y avait Blaise Compaoré au Burkina, il n'y avait pas d'attaque. Moi, j'ai été au Burkina. C'était le médiateur officiel. Ah, j'ai été au Burkina. J'ai été dans un hôtel. On m'a dit, le garçon d'hôtel m'a dit, mais écoutez, l'hôtel là où vous êtes, c'est là où résidait Yaka Kali. Ah oui? J'ai dit, ah bon? Oui, parce qu'il venait ici dans des réunions que le président a convoquées en son temps. Il m'a dit, d'ailleurs, la chambre que tu occupes, c'est la chambre qu'il a occupée. Tu n'as pas dit passer la nuit? Non, j'ai dit, il faut me changer de chambre. Parce que... il dit, il faut me changer de chambre. Oui. Il me dit... Donc, tu vois, donc c'était des gens qui avaient pignon sur rue à Ouagadougou. C'est ça que j'appelle deux fers au feu. C'est-à-dire, vous êtes dans la coalition internationale pour combattre le terrorisme, mais vous avez aussi une main. On ne peut pas leur reprocher ça aussi. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire pour... C'est pourquoi, regardez bien, la crise, elle est contournée. Elle est au Normandie, parce que les gens sont au Normandie. Mais vous regardez, c'est une petite partie du Niger, peut-être la Côte d'Ivoire, mais vous voyez, c'est contourné, la Mauritanie. Ils ne sont pas en Mauritanie. Après, je vais vous laisser la carte là, vous allez voir. Ils ne sont pas en Mauritanie, ils ne sont pas en Algérie, ils ne sont pas au Niger. Oui. Ils sont au Mali et au nord du Burkina Faso. Et le Burkina a longtemps échappé, alors qu'ils venaient au Burkina, ils étaient à Ouagadougou, tout le temps en région, parce que le président était là. Aujourd'hui, ce président n'est plus là. Évidemment, donc il y a un prolongement vers le Burkina. Et le Burkina, ils sont un peu partout, ils sont même dans les mines d'or. Mais est-ce que là-bas, ils n'ont pas, le régime qui a remplacé Blaise n'a pas commis une erreur? Oui, ils ont commis une erreur. En faisant disparaître le RSP, le régime voilà, c'est ça. C'est parce que c'est le Diendéré là, c'était Gilbert Diendéré. C'était la relation entre Blaise et les autres. Donc il fallait le maintenir. Je pense que sur le plan stratégique, il fallait le maintenir et savoir l'utiliser contre les... Parce que le mettre en prison, ça ne sert à rien du tout. Vraiment, moi, je pense que... Et encore aujourd'hui, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je pense qu'il faut le réhabiliter et lui permettre d'entrer en contact avec ces gens-là pour que le Burkina se débarrasse justement de ça. Parce que là, ils sont à l'intérieur du Burkina Faso. Ils ont même une mine d'or qu'ils exploitent. Ils ont un cadre. Et ils s'en prennent aux civils. Oui, et aux militaires. Ils ont pris en otage et assassiné 2 enseignants. Mais des enseignants, des élèves, des gendarmes. Toute la zone là, les services de l'État sont menacés. Je vous ai dit, ils ont une mine d'or. C'est-à-dire là où il y a les mines, où on exploite l'or, ils ont leur propre mine d'or qu'ils ont sécurisée. Les terroristes. Les terroristes. Et aujourd'hui, pour prendre cette mine-là, il faudra une expédition. Il faut bien que l'armée se prépare pour venir les attaquer. Ah donc oui. là, ils sont bien implantés au Burkina et c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement grave. Donc vraiment, moi je pense que il y a ça, il y a ce que les Wolofs disent que c'est-à-dire, c'est dès la prise de Kidal qu'il y a eu les erreurs. Maintenant, il y a eu ces accords d'Alger qui ont contribué à endogénéiser la crise, c'est-à-dire qui ont contribué à faire de sorte que ceux qui n'étaient pas armés sont allés chercher des armes maintenant pour être considérés, pour avoir aussi les privilèges qui sont distribués à tour de bras. Et jusqu'à présent, les accords d'Alger, je vous ai dit, la finalité c'était quoi? Désarmement, démobilisation, désarmement et organiser des élections. Mais ça ne s'est pas fait et ça ne se fera pas. Pourquoi? Parce que l'adrar des Ifogaz, les Ifogaz qu'ils ont pris,
à qui ils ont donné le pouvoir ne veulent pas qu'il y ait d'élections parce qu'ils sont minoritaires. Or, s'il y a des élections, c'est les autres qui vont prendre le pouvoir parce que c'est la démocratie. Donc, le minoritaire à qui on a donné le pouvoir n'accélère rien du tout pour qu'il y ait des élections. C'est pourquoi la situation restera en l'état. Moi, ce que je propose aux uns et aux autres, c'est que les États prennent leurs responsabilités et que les Occidentaux aident ces États-là à devenir des États régaliens, c'est-à-dire des États qui ont la capacité d'assurer leur... C'est le Mali d'ailleurs. C'est le seul Mali. Il faut aider le Mali à être un État régalien, aider les forces armées maliennes pour avoir la capacité d'assurer la sécurité du Mali. C'est ça. Ces histoires de G5 Sahel et autres là, moi je n'y crois pas, personnellement. Je ne pense pas qu'ils puissent faire grand-chose. Voilà, je rappelle que Perspective reçoit ce dimanche M. Abdoulatif Aïdara. Il est analyste en géopolitique et géostratégie. Vous avez même introduit la deuxième partie de l'émission. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui au Mali et dans le Sahel? Vous avez dit renforcer l'État malien. Mais avant de renforcer l'État malien lui-même, on a l'impression qu'en tout cas l'administration en place, dirigée par Ibrahim Boubacar Keïta, ne se soucie pas tellement du devenir de ce pays et encore moins des Maliens. Si l'on considère ce qui s'y passe tous les jours comme actualité, on a l'impression qu'ils s'y plaisent parce qu'il y a beaucoup de fonds et dettes qui viennent au Mali. C'est ça. Alors, ils ne font rien, ils ne font que capter des investissements de l'aide internationale. Donc on a l'impression que cette situation les arrange. C'est ça, c'est-à-dire ça ne les arrange pas, mais ils captent l'aide internationale, mais ne l'investissent pas là où ils doivent l'investir. L'aide internationale, l'aide au développement, les appuis et autres viennent non pas pour renforcer, parce que moi je vous dis, il faut restaurer l'État régalien. Toute l'aide, tous les investissements doivent aller dans ce sens. Ensuite, faire en sorte qu'il y ait une bonne gouvernance, c'est-à-dire lutter contre la corruption. Or, ce n'est pas le cas actuellement. Non, la corruption, c'est un fléau au Mali. C'est un fléau assez extraordinaire. Oui. Lutter aussi pour le bon aménagement du territoire. Le bon aménagement du territoire, c'est quoi? Ici, on a un développement qui est trop concentré, une macrocéphalie au centre et une paralysie dans les périphéries. C'est-à-dire, tout est concentré dans la capitale, rien à la périphérie. C'est ça le mauvais aménagement du territoire. C'est ça aussi qui fait qu'on ne peut pas régler les crises. Parce que les gens qui sont à la périphérie, qui sont dans les frontières, ils se considèrent comme des marginaux. Ils se considèrent comme des gens marginalisés par l'État central. Et ils sont souvent rétifs à soutenir l'État central. Ils sont plus enclins à accepter l'aide de terroristes, de criminels qui viennent, mais qui leur donnent du pain, qui leur donnent de l'eau, qui creusent des puits, qui construisent des postes de santé, qui assurent même souvent l'ordre public. Donc ils sont plus enclins à accepter ces gens-là, même si c'est des criminels, que de se soucier des préoccupations d'un État qui est très très loin d'eux, qui ne se soucie pas d'eux. C'est ça qui crée le mauvais aménagement du territoire. Ça crée des sentiments de frustration, des sentiments d'humiliation. Et c'est la frustration, l'humiliation qui crée la radicalisation. Mais est-ce que la France, qui est aussi sur zone pour quelque part défendre ses intérêts, va appuyer sur le bouton, l'accélérateur? Est-ce que la France aussi ne semble pas se plaire à ce oui, qui se mais passe au Mali? accélérer le processus de paix, le processus de pacification, de démobilisation, de désarmement, est-ce que ça arrange? Oui. Ça arrange qui? Ça se fera au profit de qui? Ça se fera au détriment de qui? Tout ça, des calculs. Ici, les gens ne calculent pas nos intérêts. Les Occidentaux qui sont dans nos pays, ils sont là pour leurs propres intérêts. Et je le dis souvent, si l'intérêt de l'Occident commandait la recolonisation de l'Afrique, il n'hésiterait pas à le faire. Donc c'est à nous, Africains, de prendre nos responsabilités. C'est à nos chefs d'État de prendre leurs responsabilités. Et comment? Mais on ne peut pas compter sur l'aide, sur l'appui des autres. Regardez ce qui se passe à l'Union africaine. Quand on dit à l'Union africaine, presque 80% du budget, c'est l'Union européenne. Mais c'est honteux. C'est plus que honteux. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de créer
de mettre nos billes, c'est-à-dire notre argent, dans le G5 Sahel. Si on associe le Sénégal, par exemple, au G5 Sahel, on demande à à ce groupe de 6 pays de donner chacun tant de milliards pour la sécurité de la sous-région, mais c'est possible, mais les gens ne le font pas. On ne donne pas l'argent, on attend que les Européens viennent nous aider pour ça. G5 Sahel, non, ce n'est pas notre priorité. On attend. Les Européens, les Occidentaux vont nous aider. Le moment, je ne comprends pas. Ils viennent nous aider, mais nous, potentiellement, on est plus riches qu'eux. Mais oui, mais ils prennent nos richesses, ils les transforment, ils viennent nous revendre ça, et on accepte. Oui. Et on accepte ça. Oui. C'est ça, c'est une malédiction. Parce que vous prenez les richesses, vous allez les transformer, vous venez nous les revendre à un prix très fort, oui. Et vous prenez les bénéfices que vous avez aussi avec ces reventes-là, vous nous prêtez ça sous forme de dette que les générations futures vont payer. Mais écoutez, c'est assez extraordinaire, mais c'est comme ça que ça se passe. Et on accepte. Le problème, c'est que nous, on accepte ça. On accepte. Ah non, pas nous, peut-être nos dirigeants. Oui, nos dirigeants, mais... Nos dirigeants, les populations sont très loin ici. Bon, le Sénégal est très particulier, parce que le Sénégal, c'est pas aussi les autres États. Hein, bon, si tu vois... Particulier comment? Oui, c'est très particulier parce que d'abord, on n'est pas dans ce genre de conflit. On n'est pas un ventre mou où des terroristes peuvent venir s'installer. On n'est pas à l'abri aussi. On n'est pas à l'abri, mais on se défend bien. Si les forces de défense et de sécurité avaient baissé les bras, ils seraient déjà, en tout cas, dans le four des jalons. En tout cas, vers le nord. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de très particulier. Et le président de la République aussi est en train de faire des démarches de bon aménagement du territoire. L'affaire de Diamniadio, ce n'est pas une petite affaire. Le fait de déconcentrer les choses, de les décentraliser, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin maintenant. Il faut décentraliser vers Tamba, vers Kidou, vers Kaolack. Et c'est petit à petit. Si on continue dans cette lancée, je pense qu'on va régler le problème de l'aménagement du territoire. Mais les changements qui sont en train d'être opérés en Algérie, est-ce que changement, forcément, il y en aura dans les prochains jours, prochaines semaines, dans ce pays qui constitue quand même un refuge pour certains terroristes dont il y a Ali. Est-ce que la chute de Bouteflika à venir ne va pas un peu changer la donne dans cette région? C'est ça. Il faut savoir aussi que l'Algérie, dans cette crise-là, joue sa propre partition. L'Algérie est entourée par un cercle de feu, par des pays qui sont soit des amis, soit des ennemis. Et dans cette crise, l'Algérie joue sa partition en instrumentalisant aussi certains groupes rebelles contre d'autres pays pour ses propres intérêts. Si vous prenez... l'Algérie a 6300 et quelques kilomètres de frontières avec 7 pays différents. Enfin, 6 pays, si vous considérez que le Sahara occidental fait partie du Maroc. Avec la Libye, l'Algérie a des problèmes. Parce que l'Algérie, c'est le seul pays qui s'est opposé à l'intervention française en Libye, qui a débarrassé Kadhafi de la Libye. Pour des raisons bien déterminées. Voilà. Donc, les autorités actuelles pensent que les Algériens sont contre eux. D'autant plus que l'Algérie, pour éviter des infiltrations, a massé des troupes. Non, mais pour fermer sa frontière. Ils ont massé des troupes au niveau de sa frontière avec la Libye. Voilà, ça aussi, ça crée des problèmes. Parce que le jour où il y aura éclatement en Algérie, les Libyens vont masser des frontières, vont masser des troupes à leurs frontières, ce qui va provoquer la guerre entre l'Algérie et la Libye. La Tunisie, vous savez, la Tunisie, c'était la seule ouverture algérienne. En période, quand le GIA faisait des attentats, seule la Tunisie avait ouvert ses portes à l'Algérie. Donc les Algériens venaient en masse se réfugier en Tunisie. Aujourd'hui, s'il y a crise, ils viendront en masse se réfugier en Tunisie, mais les choses ont changé parce qu'actuellement en Tunisie, il y a un pouvoir islamiste. Et ça peut créer des problèmes. Et il y a des attentats aussi de temps à autre. De temps à autre. Vous allez au Maroc, ils sont en conflit avec le Maroc. Ouvert d'ailleurs. D'abord pour l'affaire du Sahara occidental. Et ensuite pour cette frontière-là qui est fermée depuis 1994. Parce que la frontière Algérie, c'est 1400 km. Non, ça c'est depuis Hassan II, il y a eu des... Bon, il y a eu l'attentat de Marrakech. Et les Marocains ont accusé les Algériens d'avoir été à l'origine et imposé des visas. Et depuis lors, ils ont fermé la frontière. Ça aussi, c'est resté menotté au passé.
parce que c'est pas bien. C'est pas bien. Bon, il y a le Mali. Le Mali, il y a des mouvements irrédentistes, des mouvements séparatistes, des mouvements identitaires et une criminalité multiforme. On parle même d'hybridation criminelle, c'est-à-dire on voit un seul groupe qui est en même temps, qui trafique de la drogue, qui est un groupe islamiste, qui trafique le chanvre indien et qui réclame même l'indépendance. Et qui s'adonne à des prises d'otages. À des prises d'otages et tout. Donc c'est ça l'hybridation criminelle. Finalement, tous les groupes au Mali sont des groupes hybrides. Ça, s'il y a éclatement en Algérie, ça va les contaminer. Nécessairement, le Nord Mali en tout cas risque d'exploser. La Mauritanie n'est pas amie à l'Algérie. D'abord parce qu'ils sont retirés du Sahara, des problèmes du Sahara. Les Algériens aimeraient bien avoir quelqu'un à leur côté pour lutter contre le Maroc dans l'affaire du Sahara. Les Mauritaniens sont purement et simplement retirés. Ensuite, les Mauritaniens, je vous l'ai dit tout de suite, les Algériens ne leur pardonnent pas d'avoir fait des actions militaires communes avec les Français pour lutter contre le terrorisme, mais jusqu'à la frontière algérienne. Si l'Algérie digère tout sauf l'intervention française. Donc, que les Mauritaniens s'allient aux Français pour faire ça, ils ne le pardonnent pas. Donc, l'Algérie est entourée par un cercle de feu. Mais la particularité de ce pays, c'est qu'il y a le Front de Libération Nationale qui a lutté pendant 8 ans pour l'indépendance, contre 132 ans de présence française en Algérie. Ceux qui ont lutté pour l'indépendance, ce sont les dirigeants actuels. C'est comme la Guinée-Bissau avec le PAIGC. C'est comme l'Afrique du Sud avec l'ANC. C'est cette génération qui est encore au pouvoir en Algérie. C'est cette génération, non seulement ils sont au pouvoir, mais ils se croient, il faut être dans la tête de Bouteflika pour comprendre. Ces gens-là se croient investis d'une légitimité indépassable. Historique. Pour eux, les autres ne comptent pas, c'est eux. Bouteflika aimerait bien, même s'il doit partir, mettre en place quelqu'un. N'oublions pas, Bouteflika a été en 1962 le premier député de Tlemcen. Il a participé au premier gouvernement d'Ahmed Ben Bella. Puis de Wari Boumdjen. En qualité de ministre de la Jeunesse, des Sports et du Tourisme. Il a fait 9 ans de ministère des Affaires étrangères, depuis Wari Boumdjen. 9 ans de ministre des Affaires étrangères. Depuis lors, il est dans le circuit. C'est quand il y a eu cette transition-là avec Yamin Zerwal, que Yamin Zerwal a écourté son mandat. Il devait aller jusqu'en 2000 comme président. Il a écourté son mandat. Il a organisé des élections anticipées en 1999. C'est ça qui a permis à Bouteflika de prendre le pouvoir. Et depuis lors, tous les 5 ans, il se fait réélire jusqu'à présent. Entre temps, on a assassiné Ahmed Boudjaf. Ahmed Boudjaf, oui. Ahmed Boudjaf, c'est l'assassinat d'Ahmed Boudjaf qui était coopté comme militaire parce qu'il y avait la démission de Chadli Benzelit. Voilà. Et on a coopté le militaire le plus gradé, le plus ancien au grade le plus élevé. C'est ça Boudjaf. Il a été assassiné à Annaba. Et son assassinat a amené Yamin Zerwal. Et Yamin Zerwal, qui devait aller jusqu'en 2000, a anticipé les élections, ce qui a donné le pouvoir à l'autre là, à Bouteflika. Mais Bouteflika, ça signifie que les gens qui ont 50 ans, 58 ans, aujourd'hui en Algérie, n'ont connu que ce groupe-là. Voilà des gens qui restent encore monotés par le passé. C'est-à-dire qu'ils ne combattent pas pour l'avenir. Il y a une contradiction. Les jeunes, ils veulent combattre pour l'avenir. Ils combattent pour aller de l'avant. Les gens du FLN, ils combattent contre le passé. C'est cette conception-là que les jeunes ont. Ils vous disent que ces gens-là, ils sont menottés encore au passé. Par exemple, le fait de fermer la frontière avec le Maroc. Tout ce qu'on perd sur le plan économique entre ces deux pays-là. C'est-à-dire que ces gens-là sont encore dans la guerre des sables avec Hassan II. Donc il y a une glaciation, une immobilisation, que ce soit sur le plan automatique et sur le plan diplomatique. C'est ça que les jeunes ne peuvent plus accepter. Toutes les réformes qu'ils sont en train de faire ne vont pas régler le problème. Aujourd'hui, les jeunes Algériens, ils se lèvent pour se débarrasser de ces anciens, de ces caïds qui ont certes lutté, qui ont du mérite, parce qu'ils ont lutté au prix de leur sang pour l'indépendance de l'Algérie. Mais quand même, les jeunes ont grandi. Ils ont fait de meilleures études. Ils savent diriger ce pays-là.
mais qu'on leur cède la place. C'est ça le combat des jeunes Algériens. Mais apparemment, ça ne va pas être facile. Hein, parce que ça ne va pas être facile parce que vous êtes le gars, contrairement à ce que les gens pensent, c'est un homme lucide. Hein. Il ne le voit pas comme ça, cloîtré sur sa chaise là, malade. C'est ça, c'est la maladie, c'est l'AVC. Mais la tête fonctionne. Mais la tête fonctionne. Les décisions, c'est lui qui les prend. Contrairement à ce que les gens pensent. On croit qu'en le voyant à la télé, on pense que c'est un homme qui est comme ça. Il est immobile parce qu'il a un AVC. Il est paralysé. Mais sa tête fonctionne. Il donne des ordres. C'est lui qui donne les ordres. Et là, il a dit que, bon, il annule les... Comment dirais-je, son 5e mandat, il ne va plus se présenter. Mais il prolonge son mandat, ce qui n'est pas permis aussi par la Constitution. Et il veut assurer la transition. Oui, oui. Voilà. Donc moi je pense que le mieux c'est d'organiser des élections libres et démocratiques. De donner une place aux jeunes. Que ce soit les jeunes civils ou les jeunes militaires. Parce que dans l'armée, il y a des jeunes généraux qui sont nés après l'indépendance. Il faut que ces gens-là aussi réclament leur place. D'autant plus que le chef d'état-major général des armées, M. Ahmed Gaï Saleh, a dit clairement que lui, il est du côté du peuple. Donc là, ils sont en train de ralentir la chute, mais pour moi, la chute est inéluctable. Et Bouteflika gagnerait à faire une chute en douceur. C'est-à-dire maintenir la date des élections, organiser des élections libres et démocratiques avec les candidats et donner le pouvoir en douceur. Sinon, on va vers une crise qui, quand elle éclate, avec toutes les rivalités qu'il y a au sein de l'armée algérienne, je pense que ça peut être très... Et l'onde de choc risque de se faire sentir jusqu'à Bamako. Voilà, non, jusqu'au Sénégal. Attention. Ah oui, pourquoi le Sénégal? Parce que l'Algérie, 80% du territoire algérien, c'est le Sahara. Le Sahara constitue 2 millions de kilomètres carrés en Algérie. Vous connaissez la bande de Sahel saharienne. Oui. C'est un couloir de non-droit qui va de la frontière algérienne jusqu'au nord du Sénégal. Attention, le Sénégal fait partie de la bande Sahel saharienne. Oui. Et ça, c'est des zones de trafic et des zones de non-droit. Ça peut arriver chez nous. Voilà. Abdoulatif Haïdara, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre aux questions de perspective. Je rappelle que vous êtes analyste en géopolitique et en géostratégie, directeur de l'Observatoire des menaces terroristes, des radicalismes et des risques criminels et syndicaux du Centre d'études diplomatiques et stratégiques basé ici même à Dakar. Encore une fois, merci d'avoir répondu. C'est moi, merci beaucoup.